Merci de préférer Voisin Guinée pour nous informer. Mesdames et messieurs, il est l'heure du journal. Les titres. L'opposition guinéenne fait le bilan de la manifestation de lundi contre l'insécurité. Elle accuse les forces de l'ordre d'avoir fait un usage démesuré de la force. Elle déplore également la mort d'un de ses militants et appelle à une nouvelle manifestation lundi prochain. La validation de la stratégie de prévention des conflits et de la consolidation de la paix en Guinée au cœur d'un atelier de 2 jours qui a démarré ce mercredi au Palais du Peuple de Conakry. Cet atelier regroupe les représentants des organisations et institutions guinéennes, mais aussi de l'armée, tous réunis pour la préservation d'une paix durable dans le pays. Pour commencer, des victimes se multiplient dans les affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants dans les rues de Conakry. Un jeune d'une vingtaine d'années a été blessé au niveau de ses membres par la lame à Amdalaï Pharmacie. La victime, Mamadou Diallo, accuse les agents de la gendarmerie de l'avoir brutalisé, le blessé. Il raconte la scène au micro de Beno Marsila. Anke 18h, grève pharmacie. Hier à 18h, quand on manifestait, les gendarmes m'ont dit qu'ils me connaissent et s'ils me voient, qu'ils vont me tuer. Quand je suis allé à la maison pour me laver et après je suis venu sous l'étage, c'est là qu'un d'entre eux m'a terrassé. Ils m'ont blessé sur le cou et mon ami sur son visage. Ils ont pris le téléphone. D'ailleurs, mon ami n'est toujours pas retrouvé. Je ne sais pas s'il vit ou pas. C'était les gendarmes en tenue noire. Ce ne sont pas les CMS. Après 2 jours de manifestations contre l'insécurité en Guinée, l'opposition républicaine fait le bilan. Elle déplore la mort de certains de ses militants, condamne des violences perpétrées qui, selon elle, sont causées par des forces de sécurité. L'opposition appelle à une autre manifestation le lundi prochain, une démarche désavouée par la majorité présidentielle qui accuse les opposants de vouloir déstabiliser le pouvoir du président Alpha Condé. C'est un dossier politique signé Fanny Guilavoyi. Après 2 jours de grogne contre l'insécurité en Guinée, l'opposition républicaine dresse un bilan assez mitigé, salue la forte mobilisation de ses militants, mais condamne ce qu'elle appelle bavure policière pendant sa manifestation politique. Il y a eu au moins une cinquantaine de blessés, dont 12 par balle. Il y a eu 3 morts, dont 1 par balle. Les 2 autres ayant enregistré des chutes parce qu'ils étaient poursuivis par les forces de police et de gendarmerie. Ils ont connu des accidents qui leur ont coûté la vie. Il y a eu une centaine d'interpellations. Il faut dire donc de ce point de vue, c'est un échec cuisant pour les forces de police et de gendarmerie chargées du maintien d'ordre. Un maintien d'ordre qui est assuré parfois par des armes de guerre ou des armes conventionnelles utilisées pour la dispersion des manifestations. Ceci est extrêmement grave. La majorité présidentielle désavoue la démarche de l'opposition républicaine. Ça, c'est des allégations mensongères qui n'ont pas de preuves. Le président n'a rien ordonné, mais vous devez comprendre que c'est la première fois dans l'histoire de la démocratie qu'une opposition affiche directement sa volonté de déstabiliser un gouvernement. Directement. En faisant quoi? En s'attaquant aux institutions de la République. La mairie, la CENI, etc. Après 2 jours de tempête politique à Conakry, l'opposition appelle ses partisans à une nouvelle manifestation lundi prochain. Nous avons estimé que les populations avaient besoin de souffler un peu, que les Guinéens qui vivent au jour le jour avaient besoin de pratiquer quand même quelques activités pour se procurer un minimum de revenus, de manière à assurer leur subsistance pour les jours à venir. Donc nous avons décommandé la marche du jeudi, nous l'avons reportée au lundi. Et lundi, nous aurons donc le temps de mieux encore préparer cette manifestation pour qu'elle soit une plus grande réussite par rapport à celle du lundi 13. Nous avons décidé d'une marche contre l'insécurité, mais aussi contre la mauvaise gestion du processus électoral et la malgouvernance en général. Et nous continuons sur notre lancée. Nous nous inscrivons dans un cycle ininterrompu de manifestations jusqu'à ce que nos revendications, qui s'adossent toutes sur la Constitution et les lois de la République, soient prises en compte par les autorités de ce pays. Le parti au pouvoir accuse les opposants de vouloir déstabiliser le pays, mais ne parviendront pas, selon le secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel.
nous constatons déjà que l'opposition guinéenne est dans sa logique de déstabilisation du régime du professeur Alpha Condé. Ils doivent comprendre que la Guinée n'est plus dans la transition. Nous avons un président de la République démocratiquement élu. S'agissant de la reprise du dialogue politique, opposition et mouvement sont pour l'heure à couteau tiré. Nous avons dit que nous sommes prêts à aller au dialogue, mais quand même sous certaines conditions. Nous avons exigé premièrement que le chronogramme électoral, que moi j'appelle chronogramme de la discorde, que ce chronogramme d'abord soit annulé par la CENI. Deuxièmement, que la CENI gèle ses activités pendant toute la durée du dialogue, comme ce fut le cas en 2013. Et enfin, nous exigeons la libération des dizaines et des dizaines de manifestants qui sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes. On ne peut pas aller au dialogue avec des chapelets de préalable. Ces chapelets de préalable tuent le dialogue. Il y a des problèmes qu'ils ont posés. Nous discutons autour de ces problèmes-là pour que nous puissions avoir des solutions. Mais avec des préalables, ça veut dire qu'ils n'ont pas une once de volonté pour discuter. Les préalables ne nous amènent nulle part. Les habitants de l'axe Amdalaï-Bambeto-Koza retrouvent le calme, un axe émaillé d'incidents depuis 2 jours à cause des séries de manifestations organisées par l'opposition qui proteste contre l'insécurité. Ce mercredi, les activités ont repris peu à peu sur cet axe. Pidjati Diallo pour le constat. Nous sommes fatigués et nous avons la peur au ventre. La gendarmerie nous a traumatisés et elle a fini de barricader nos boutiques et magasins. Et pire, on n'arrive plus à fermer l'œil ces 2 jours. Ces mots sont ceux de Hageda Landiallo, habitante à Amdalaï 2 de la commune de Ratouma. Cette femme, rencontrée ce mercredi sur la route Le Prince, raconte le calvaire qu'a vécu sa petite famille lors de ces 2 jours de manifestation de l'opposition contre l'insécurité galopante en Guinée. Ils sont venus pour nous tuer, détruire nos biens. Ils nous insultent et nous font du mal. Ils ont fini de détruire les toits, les portes et les fenêtres de nos maisons. Et pire encore, ils traumatisent nos enfants qui n'arrivent plus à fermer l'œil. Nous demandons au président de la République de s'entendre avec l'opposition pour nous éviter le pire. Et nous lançons également un appel aux acteurs politiques de s'entendre pour le bien-être de notre pays. Le chef du secteur de Andalaï 2, secteur 4, quant à lui, déplore le comportement des forces de l'ordre sur le terrain. Il les accuse d'avoir endommagé tous les tuyaux de la SEG qui se trouvent dans son secteur, ce qui du coup plonge cette localité dans une pénurie totale d'eau. Bon, hier, à partir de 11h, les gendarmes sont venus attaquer les gens ici. Vous avez vu les dégâts qu'ils ont causés sur les maisons. Par exemple, la concession qui est là, ils ont passé plus de 4 reprises, ils voulaient pénétrer la concession. Mais il a fallu que, comme il y avait la jeunesse à l'intérieur, les gens aussi se sont mobilisés. On nous a dit, si quelqu'un rentre là-bas, on va les détruire. C'est ce qui a sauvé les gens qui sont dans les 2 concessions-là. Par la suite, ils sont venus maintenant s'attaquer à tous les biens qui sont au bord de la route. Ils ont cassé, vous avez vu quand même ce qui s'est passé ici. Et à part ça, vous avez vu tous les tuyaux qui sont là. Du fait, ils ont tout coupé. Et ils ont tout envoyé avec eux. L'axe Amdalaï-Bambeto-Koza, communément appelé l'axe du mal, semble confirmer ce nom à cause des nombreuses violences qui s'y déroulent. Par ailleurs, les forces de l'ordre devraient assurer la sécurité de la population et de leurs biens au lieu de les traumatiser selon des observateurs. En attendant une prise de confiance aussi bien par les populations que par les forces de l'ordre, les pauvres populations continuent à payer les frais de ces violences qui ne profitent à personne. Je vous l'annonçais en titre, un atelier national de validation de la stratégie de prévention de conflits et consolidation de la paix en Guinée est organisé au Palais du Peuple par la Fondation Suisse pour la paix. Cet atelier de 2 jours a regroupé les représentants des organisations et institutions guinéennes, mais aussi ceux de la société civile, des syndicats et de l'armée. Il a pour but d'influencer les participants et améliorer le travail effectué au cours des différents ateliers de réflexion qui ont été organisés. Le ministre d'État chargé à la justice était à cet atelier pour représenter le Premier ministre chef du gouvernement, Oulématou Kourou Diallo.
Après des ateliers de réflexion organisés à Conakry et dans les 4 régions naturelles de la Guinée, la Fondation Suisse pour la Paix organise ces 15 et 16 avril un atelier national de validation de la stratégie de prévention des conflits et de consolidation de la paix au Palais du Peuple. Objectif, présenter les données en vue de bâtir une stratégie qui permettra aux citoyens guinéens de vivre dans la cohésion et de consolider la paix. Après avoir récolté plein de données, donc nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir montrer le document que nous avons élaboré sur la base des données récoltées et le soumettre à un certain nombre d'acteurs nationaux pour qu'ils puissent nous dire si réellement nous sommes sur la bonne voie et si le document est pertinent. Sinon, ils vont le critiquer, l'analyser et vraiment, à la fin du compte, le valider. Représentant le chef de gouvernement, le ministre d'État chargé de la justice, après avoir apprécié la présence des participants venant de l'intérieur du pays, estime que sans la consolidation de la paix, on ne peut accéder à un développement harmonieux. J'ai dit quelques mots en attirant l'attention de l'assistance sur l'importance pour notre pays de prévenir toute forme de conflit et surtout de consolider la paix. Vous savez, sans la consolidation de la paix, on ne peut pas accéder à un développement harmonieux. On ne peut pas faire quoi que ce soit dans un pays si la paix n'est pas consolidée. Vu la crise politique à laquelle la Guinée fait face, les participants apprécient cet atelier de validation et souhaitent voir la publication du document présenté. Cet atelier vient à point nommé. Je crois que quand il s'agit de parler de paix, c'est dans la paix que tout est possible. C'est dans la paix que s'élabore le développement. C'est dans la paix que nous pouvons coexister pacifiquement dans nos sociétés. Donc, c'est établir un document sur la paix. Je crois que c'est une manière aussi de participer au développement de ce pays. Et aussi, vu le contexte, la situation même actuelle de ce pays, nous avons besoin de ce mot. Il faut qu'on le conjugue à toutes les formes et voilà, et que ça nous permette au sortir de tout cela de le vulgariser pour que chacun s'approprie de ce document parce que rien ne peut se faire sans la paix. Je souhaite que le document la voie le jour, puisque vraiment ça va arranger beaucoup la population guinéenne. Voyant ce qui se dessine à l'horizon, vraiment il nous faut des choses comme ça là pour la consolidation de la paix pour notre pays. Au cours de cet atelier, il a été question d'actualiser la cartographie des conflits en lien avec les stratégies divisées en 6, à savoir la construction d'une légitimité politique basée sur des accords politiques inclusifs, la cohabitation pacifique et du genre, la sécurité des personnes et de leurs biens, la justice, le fondement économique et les revenus et services. Dans cette édition également, lancement hier mardi par Total Guinée de sa lampe solaire Awango by Total, une lampe rechargeable à partir d'une plaque photovoltaïque. Ce nouveau produit de Total Guinée vient répondre aux besoins de la population en courant électrique. Le coût d'investissement du projet s'élève à 5 millions de dollars ici à l'Équité. En Guinée, le manque de courant électrique conduit à l'utilisation des lampes à pétrole et la bougie dans les foyers domestiques. Un acte qui n'est pas sans conséquence parce qu'il occasionne des incendies faisant des pertes en vies humaines. C'est pour pallier à cette situation que Total Guinée a mis à la disposition de la population Awango by Total une lampe solaire composée d'une plaque photovoltaïque et un kit chargeur téléphone ayant une autonomie de 8 à 60 heures. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'environnement. Pour une grande partie de la population, lorsque le soleil se couche, la vie s'arrête. Les activités s'arrêtent. Ce n'est pas un problème qui est spécifique à la Guinée du tout. Un rapport de la Banque mondiale en 2012 estimait que sur à peu près 1 milliard d'habitants sur le continent, 600 millions de personnes n'avaient pas accès à l'électricité. Ces personnes ont donc besoin de se tourner vers des solutions alternatives. Les alternatives aujourd'hui, ce sont les lampes, les torches à piles, ce sont les lampes à pétrole, ce sont les bougies. Donc face à ce constat, Total Guinée a décidé, comme l'ont fait avant nous d'autres sociétés du groupe, et dans le cadre de notre mission qui est de favoriser l'accès à l'énergie pour tous, de lancer ce programme qui s'appelle Awango by Total.
Les lampes solaires Awango by Total du groupe Total existent en 4 types, à savoir S20 Dilette, S300 Dilette, Utilitium Sundaya et Jolite Sundaya. Ici en Guinée, Total a d'ailleurs d'autres projets avec l'énergie solaire. Ce sont par exemple les panneaux de Total Sun Power qui équipent la Blue Zone de Bolloré pour produire l'électricité de ce complexe à Kaloum. Ce sont les mêmes panneaux qui équiperont prochainement le centre de formation de Total en Guinée, centre que vous voyez derrière moi, et d'autres projets sont en cours ici à Conakry. Dès demain, la gamme des produits Awango by Total sera disponible dans les stations-service de Total Guinée et leur commercialisation sera nationale. Awango by Total, c'est plus qu'une vente de produits Awango, c'est un engagement et une ambition du groupe au niveau mondial. En effet, ce projet représente un investissement de 5 millions de dollars pour le groupe et l'objectif initialement qui avait été fixé de distribuer 1 million de lampes d'ici 2015 vient tout juste d'être atteint. Donc nous sommes assez en avance. La cérémonie a connu la présence des membres du gouvernement. Quant au ministre du Commerce, il a remercié le groupe Total et la France pour leur solidarité envers la Guinée, avant de demander de multiplier ces genres d'actions en faveur de la population guinéenne. Vous allez alors me permettre de solliciter une fois encore au niveau du groupe Total la continuation de ces actions, la continuation de cette solidarité envers le peuple de Guinée. Nous en avons tant besoin. La démonstration des lampes solaires Awango by Total a clos la cérémonie. À Kankan, la capitale de la Haute-Guinée, les étudiants admis à l'université Julius Nyerere se livrent à plusieurs activités pour subvenir à leurs besoins. La fabrication des briques en terre battue fait partie de ces activités. De passage dans le Nabaya, notre équipe de reportage a rendu visite à ce jeune qui fabrique ces briques. Nassan Traoré, Sidiki Bangor. Sous le pont du Milo à Kankan, une activité s'y développe malgré ses conséquences négatives sur le fleuve. C'est la fabrication des briques en terre battue, une activité à laquelle se livrent des étudiants venus d'ailleurs pour le cycle universitaire afin de subvenir à leurs besoins. Quand je travaille ici, à la fin du mois, je demande le grand, il me donne 50 000, je paye les frais de loyer. C'est dans ça que je mange aussi. Que nous soyons en possession des 100 000 à l'université là, cela est insuffisant, raison pour laquelle que je viens ici, aux côtés du grand frère. Je me débrouille à un lycée, mais je ne suis pas payé. Mais quand même, les jours que j'ai cours, je vais là-bas, je dispense les cours. Après, le jour où je n'ai pas cours, je viens ici pour se débrouiller, pour ne pas rester les bras croisés et puis prendre les mauvaises idées pour faire des crimes ou de vol. Mieux que je me débrouille avec les briques là pour avoir mon prix de savon. Malgré le gain, ce travail cause des préjudices à ces jeunes venus chercher leur pain. Bon, je me sens fatigué, après le travail, je me sens fatigué la soirée. Le soleil, il n'y a pas d'eau aussi pour boire, pour manger. Le matin, quand on vient comme ça, il y a les gens là qui viennent avec la bouillie et on nous paye ça, on boit. Antoine Nema Wenduno, étudiant diplômé sans emploi, revient sur la confection de ces briques. En première position, on est là, on crée d'abord la terre. Bon, il y a un moteur qui nous sert de l'eau. Après avoir servi de l'eau, on mouille. Après, on confectionne les briques. Au moins par jour, s'il n'y a pas d'empêchement, on peut faire 450 briques par jour. Ces briques, une fois entassées, sont incinérées pour plus de résistance. Bon, ces montagnes de briques là, c'est déjà classé. C'est ça maintenant, on dit four. Ils ont envoyé même des bois. Bon, les bois là, on brûle à l'aide des bois là. Donc on met la boue là à l'alentour pour empêcher la chaleur de se dégager lors de l'incinération. Ces montagnes de briques peuvent être composées de 2000 briques ou plus, selon le besoin du confectionnaire ou du client. Ça dépend de celui qui veut confectionner ou celui qui veut construire la montagne de briques là. S'il a besoin de 6000 briques, il fait en sorte que ça soit 6000 briques. Il se peut qu'il y ait 30, 35, 25, 20 000 briques dans un four. Si les autorités ont décidé d'envoyer des étudiants partout sur le territoire national, il va sans dire qu'ils envisagent des dispositions qui permettent à ces derniers de mieux vivre.
L'une des plus anciennes activités de la culture africaine est le tissage du coton. À Pita, on trouve encore des tisserands qui se sont constitués en groupement pour exercer leur métier, une activité génératrice de revenus pour ces artisans. Bernard Koundounou est allé à leur rencontre. Son reportage. Le métier de tisserand est l'une des anciennes pratiques de la culture africaine. Dans la commune urbaine de Pita, on y trouve ces hommes de culture unis en groupement pour encore conserver ses valeurs. Tisser le coton étant méconnu par la nouvelle génération, ces pratiquants rencontrent d'énormes difficultés pour se procurer les matières premières. Dans une année, nous importons environ 1000 ballons de coton. Dans un ballon, il y a 40 paquets de coton. Si vous faites le calcul, c'est beaucoup d'argent. C'est un métier qui n'est pas encouragé et pourtant il peut générer assez d'argent. Mais malheureusement, nous les tisserands, nous ne gagnons rien. Avec toutes ces difficultés, ces artisans parviennent à produire une quantité de tissu qu'ils orientent vers les marchés hebdomadaires pour sa liquidation. Quand nous finissons le tissage, nous l'envoyons dans les marchés hebdomadaires pour le revendre aux teinturiers qui, à leur tour, le revendent aux commerçants. Cette activité est considérée comme un métier noble pour ses pratiquants. Pour se sentir aisés dans son exercice, ces artisans demandent le soutien des autorités et des ONG. Tisser est un métier très noble, mais nous n'avons aucune assistance. Nous demandons donc aux bonnes volontés de nous venir en aide, surtout les autorités et les ONG, pour que nous fassions un bon travail. Le coton est le matériel essentiel du tisserand. De nos jours, sa rareté sur le marché est due à sa faible production. En interactualité, le conflit au Yémen pousse les habitants à quitter leur pays. La plupart ont pris la direction de Djibouti, de l'autre côté de la mer Rouge, dans les embarcations de fortune. Certains racontent les conditions de leur traversée ainsi que le climat de ténor qui règne dans le pays. Suivez. Ils arrivent enfin à Djibouti, après un périple de 20 heures. Ces Yéménites ont fui leur pays en guerre. Ils décrivent un climat de terreur au quotidien. J'étais dans la capitale. Les combats étaient vraiment intenses. Tout au long de la journée, il y avait des bombardements dans la ville. Et ensuite, l'électricité a été coupée. 30 km séparent les côtes yéménites de Djibouti, un pays situé aux portes de la mer Rouge. Seules quelques centaines de personnes ont effectué la traversée. Nous sommes venus du Yémen, mais avec un visa légitime. Et nous essayons de trouver un hôtel, pas un camp, s'il vous plaît. Un jour plus tôt, d'autres réfugiés étaient placés dans ce camp de fortune, au nord de Djibouti. L'un d'entre eux raconte sa fuite du port d'Aden sous les bombardements. Le voyage s'est fait sur un bateau transportant de l'essence. Nous étions sur le pont avec des protections contre la chaleur. La traversée a duré 2 jours, sans aucun siège. On pouvait voir les frappes aériennes. C'était terrifiant. Plusieurs ONG décrivent un Yémen au bord d'une grave crise humanitaire. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés se prépare à voir d'autres bateaux débarquer sur les côtes djiboutiennes. La déclaration choc de Recep Tayyip Erdogan, le président turc a annoncé qu'il ne tiendra pas compte de l'opinion du Parlement européen sur le massacre des Arméniens en 1915, massacre que le pape français a présenté comme le premier génocide du XXe siècle. Je vous propose de l'écouter. Je ne sais pas quelle décision prendra le Parlement européen sur les appels à la reconnaissance d'un génocide arménien. Quoi qu'il en soit, cela entrera par une oreille et sortira de l'autre, car la Turquie n'acceptera pas un tel crime, un tel péché. Il est hors de question que le mot génocide vienne entacher la réputation de la Turquie. Et c'est justement aujourd'hui que le Parlement européen doit débattre d'une résolution pour marquer le 100e anniversaire du massacre des Arméniens, reconnu comme un génocide par la France et plusieurs autres pays. Suivez. Le Parlement européen a quelques heures d'un vote hautement symbolique. Il se prononce sur une résolution concernant le massacre des Arméniens en 1915 pour marquer le 100e anniversaire du génocide.
Mais le président turc a prévenu, il ne tiendra nullement compte de l'opinion des Européens. Quelle que soit l'issue du vote, cela entrera par une oreille et ressortira aussitôt de l'autre, parce que la Turquie ne peut accepter un tel péché ou un tel crime. Il est hors de question que le mot génocide vienne entacher la réputation de la Turquie. Un génocide qu'Ankara refuse toujours de reconnaître, choisissant de parler de guerre civile. Cette déclaration intervient 3 jours après l'intervention du Vatican qui avait provoqué la colère des autorités turques. Dimanche dernier, le pape François rendait hommage aux victimes de la tragédie arménienne. Cette tragédie est généralement considérée comme le premier génocide du XXe siècle. Conséquence, l'ambassadeur de Turquie au Vatican a été rappelé à Ankara. Plus d'1,5 million d'Arméniens ont été tués à la fin de l'Empire ottoman entre 1915 et 1917. Une vingtaine de pays, dont la France, l'Italie et la Russie, ont reconnu un génocide. L'an dernier, Recep Tayyip Erdogan, qui était alors Premier ministre, avait présenté pour la première fois des condoléances aux Arméniens, mais refuse toujours de parler de génocide. Enfin, Nokia va donc racheter Alcatel, le fleuron français, dans l'univers des équipementiers télécoms. Le nouvel ensemble s'appellera Nokia Corporation. Son siège social sera en Finlande. Les 2 équipementiers en télécommunications comptent en tout 110 000 salariés dans le monde. Nokia a promis le maintien d'une forte présence en France. Suivez. C'est le mariage de 2 anciens concurrents sous l'œil attentif de l'Élysée. Un dossier que l'État suit depuis longtemps. Le rapprochement entre Nokia et Alcatel-Lucent va permettre de créer le grand champion européen, à la fois des équipements et des technologies sur le téléphone mobile et le fixe. Ce sera un centre d'excellence de recherche et développement qui sera en France développé. La 5G se développera en France dans ce nouveau groupe. Conséquence directe de cet accord, Alcatel-Lucent sera valorisé à 15 milliards d'euros, avant une fusion prévue début 2016 sous le nouveau nom de Nokia Corporation. Mais c'est bien Nokia qui sera majoritaire, à 66% pour le finlandais contre 33% pour le groupe franco-américain. Pour Nokia, c'est une renaissance. L'ancien géant des portables a raté le virage des smartphones, mais depuis 3 ans, il réussit sa mutation dans les équipements de réseau, le même secteur qu'Alcatel, en pleine crise depuis sa fusion ratée avec l'américain Lucent. 18 000 emplois supprimés dans le monde en moins de 10 ans. Le marché des infrastructures télécom est dominé par une guerre des prix, notamment depuis l'arrivée des acteurs chinois sur le marché. Il devient difficile de concurrencer les acteurs chinois qui ont des coûts de revient totalement différents. Au bord de la faillite, Alcatel compte aujourd'hui sur cette nouvelle fusion pour devenir plus grand et plus compétitif. Le gouvernement promet que cette fusion ne sera pas au prix de l'emploi. La suppression de postes semble pourtant inévitable du côté de Nokia. Il y aura un impact, car quand 2 groupes fusionnent, il y a des chevauchements. Nous ne sommes pas encore en mesure de chiffrer le nombre de postes supprimés. Alcatel-Lucent emploie près de 8 000 salariés en France, sur un total de 53 000 dans le monde. C'est sur ces mots que nous vous quittons au compte de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupévasionguinée.info. Bonsoir à tous.